Ok, bon, je vais commencer. Bonjour tout le monde. Alors, c'est bien ça, c'est bien d'avoir un peu de répondants. Sympa, ça, on se sent un peu moins seul. Donc, on avait fini hier sur cette introduction à la lysogynie. Donc, je pense que je vais repasser la diapo suivante pour rappeler à tout le monde un petit peu le phénomène. D'accord? Ah, si je me mets... oui, ça marchera mieux. Normalement. En fait, non. Ok, ça marche pas mieux. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Génial. Génial. Ok, oui. Alors, donc on commence avec 2 bactéries infectées, une qui est tuée et l'autre qui survit très bien après une infection. Et ce qui se passe, donc on a 2 destins totalement différents pour ces 2 bactéries infectées. Donc, dans un premier cas, on a le bactériophage lambda qui arrive, qui injecte son ADN génomique. En premier lieu, son génome est recircularisé. On commence à voir l'expression des gènes précoces, y compris la polymérase ADN du bactériophage qui réplique son ADN, les protéines structurales. Et puis, on accumule beaucoup de bactériophages dans la bactérie et la bactérie est tuée par lyse pour libérer ses phages. Donc, on a un cycle lytique qui s'enclenche dans cette bactérie infectée. Tandis que dans celle-ci, les premières étapes, les toutes premières étapes sont identiques, c'est-à-dire que le phage s'attache sur la bactérie hôte, injecte son ADN, l'ADN est circularisé, et à ce moment-là, on n'a pas l'expression de l'ADN polymérase qui va fabriquer plein de copies de l'ADN du bactériophage. On a à la place l'expression d'une intégrase qui insère l'ADN du bactériophage à un endroit, à un site spécifique dans le chromosome bactérien. Et une fois intégrés, certains gènes dans le génome du bactériophage peuvent être exprimés, mais les gènes impliqués dans la réplication de l'ADN et la production des protéines structurales du phage ne sont pas exprimés. Donc du coup, lorsque la bactérie se divise, elle va répliquer en même temps l'ADN du bactériophage, en même temps qu'elle réplique son chromosome. Donc du moment que l'ADN du bactériophage est intégré dans le chromosome bactérien, on parle d'un prophage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on va faire des caractéristiques globales de la lysogénie. Donc, le choix entre cycle lytique et cycle lysogène se fait très très rapidement au sein de la bactérie infectée. Et c'est une sorte de compétition entre 2 gènes précoces, les gènes C2 et CRO, qui sont exprimés immédiatement après l'infection. Et en fonction de la quantité relative des protéines C2 et CRO, la bactérie va soit rentrer en lysogénie, soit rentrer en cycle lytique. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que la protéine C2 est dégradée par les protéases de la bactérie. La protéine CRO va se retrouver en majorité et ça va enclencher un cycle lytique. Par contre, dans certaines conditions, la protéine C2 peut s'accumuler et c'est ça qui fera basculer le phage dans un cycle lysogène. Alors, les conditions qui favorisent l'accumulation de la protéine C2 sont, par exemple, une faible température ou une faible activité métabolique chez la bactérie hôte. Par exemple, si la bactérie hôte est en phase stationnaire de croissance et pas en phase exponentielle. Ou alors, lorsque plusieurs bactériophages infectent la même bactérie en même temps. Ça peut mener à une accumulation de la protéine C2. Ce qu'il y a en commun avec toutes ces différentes conditions, c'est que
ce ne sont pas des conditions favorables pour la réplication du bactériophage. Parce qu'à la fin d'un cycle lytique, la bactérie infectée sera lysée et cela va libérer une tonne de bactériophages. Donc pour le phage, le seul objectif qu'il a, c'est de se répliquer. Donc si le phage rentre dans un cycle lytique et libère une tonne de bactériophages, pour que ça soit une stratégie efficace, il faudrait qu'il y ait encore des bactéries à proximité capables d'être infectées par ces phages. Or, lorsque la bactérie ne pousse pas très bien, ce n'est pas les bonnes conditions pour libérer tout un tas d'autres bactériophages parce qu'ils ne vont pas retrouver une autre bactérie infectée. Et pareil ici, lorsqu'on a déjà 10 fois plus de phages dans la culture que l'on a de bactéries infectées, ce n'est pas la peine de faire un cycle lytique parce que les nouveaux phages dans la génération suivante qui seront libérés ne trouveront jamais une cellule hôte à infecter. Donc, dans ces conditions-là, c'est plus efficace pour le phage d'intégrer son génome dans le chromosome bactérien et rester un petit peu sous forme latent en tant que prophage et en quelque sorte attendre à ce que ça aille mieux pour la bactérie. Alors, l'état de lysogénie avec le prophage intégré est stabilisé ou alors plutôt est initié et stabilisé par deux protéines essentielles. Donc, l'intégrase du bactériophage est essentielle pour faire rentrer le génome du bactériophage dans le chromosome bactérien. Et une chose qui est très importante, c'est lorsque le génome du phage est intégré dans le chromosome bactérien, il ne faut pas exprimer les protéines tardifs qui vont former de nouveaux bactériophages et qui vont lyser la cellule bactérienne. Donc l'expression des gènes tardifs du cycle lytique est réprimée par la protéine C1 qui est appelée le répresseur du bactériophage lambda. Donc c'est ça qui maintient la lysogénie comme un état stable du prophage. Alors, ce n'est pas stable de façon permanente, car la lysogénie peut être brisée par différents stimulus, tels qu'un choc thermique, l'irradiation par les ultraviolets ou le traitement de la bactérie par certains antibiotiques. Et dans ce cas-là, la bactérie est stressée et risque d'être tuée. Donc ça redevient intéressant pour le bactériophage de produire à nouveau des phages infectieux et quitter cette bactérie qui risque de mourir bientôt. Et donc c'est pour ça que la lysogénie, c'est un cycle. C'est-à-dire que le bactériophage peut rentrer en lysogénie et peut retourner vers une phase de réplication lytique aussi. Et en quelque sorte, le bactériophage va alterner entre ces deux modes de réplication et ces deux stratégies distinctes de réplication en fonction un petit peu de l'état de la bactérie qui est infectée. Alors, oui, dernier mot, phage lytique, phage tempéré. Les phages tempérés sont les bactériophages qui sont capables de rentrer en lysogénie. Ok, donc pour résumer un petit peu, n'oubliez pas que tout démarre avec l'attachement de bactériophages sur la bactérie hôte avec une interaction spécifique entre la protéine d'attachement du phage et le récepteur chez la bactérie. On a deux types de cycles qui peuvent arriver par la suite. Cycle de réplication lytique que l'on voit chez le bactériophage T4 et la lysogénie que l'on retrouve chez le bactériophage lambda. Et ce qui est important, c'est de comprendre à quoi ça sert au phage d'avoir un cycle lysogène. Et dans les deux cas,
le contrôle des gènes est très important. Okay, donc, surtout les gènes tardifs dans le cycle lytique qui sont directement responsables de la mort de la bactérie infectée, il ne faut pas exprimer ces gènes trop tôt dans le cycle lytique ou lorsque le chromosome bactérien héberge un prophage. OK, donc maintenant on va terminer les bactériophages avec une considération de l'impact des bactériophages sur la santé humaine. Et il y a du positif et du négatif. Et le négatif, c'est l'observation que plusieurs prophages portent des gènes codant pour des facteurs de virulence que l'on retrouve chez les bactéries pathogènes. Donc, par exemple, la diphtérie, le botulisme, le choléra, toutes ces maladies, ces infections bactériennes sont liées à l'expression d'exotoxines par la bactérie pathogène. Et ça se trouve que ces exotoxines sont codées sur les prophages intégrés dans le génome de la bactérie. Et c'est également le cas pour l'Escherichia coli entéro-hémolytique qui porte 2 prophages codant pour les figatoxines. Donc, puisque la lysogénie est réversible, ces bactéries pathogènes, de temps en temps, peuvent réactiver la réplication lytique de leurs prophages, former des bactériophages libres qui portent les gènes codant pour ces facteurs de virulence et ensuite aller infecter d'autres bactéries, y compris les bactéries commensales qui sont normalement tout à fait non nocives et bénéfiques pour notre organisme. Donc, dans ce cas-là, les facteurs de virulence peuvent être transférés d'une bactérie pathogène vers une bactérie commensale. Et c'est ce qu'on appelle la conversion lysogénique d'une bactérie commensale en bactérie pathogène. Et ça, c'est quelque chose qui arrive facilement entre bactéries de la même espèce. Donc, les souches d'Escherichia coli pathogènes peuvent transférer des gènes codant pour les facteurs de virulence vers les souches d'Escherichia coli commensales. Mais c'est quelque chose qui marche également entre différentes espèces de bactéries. Et cette publication, il y a une dizaine d'années, démontrait qu'il était possible de transférer des facteurs de virulence entre Listeria et Staphylococcus. Donc, 2 types de bactéries Gram plus potentiellement pathogènes. Donc là, c'est premier phénomène qui fait que les bactériophages ont un impact sur la santé humaine. Deuxième, le sorte de côté opposé, plutôt positif, c'est la possibilité d'utiliser des bactériophages comme une sorte d'antibiotique naturel. Et c'est ce qu'on appelle la phagothérapie, qui était proposée tout de suite, directement après la découverte des bactériophages par Félix Derel, qui avait immédiatement saisi la possibilité que voilà, j'ai découvert quelque chose qui tue des bactéries, donc je peux peut-être m'en servir pour soigner des infections bactériennes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a essayé de développer. Il a lancé des sociétés pour commercialiser des préparations de bactériophages. Et dans les années 1920, à Paris, on pouvait acheter des préparations de bactériophages à la pharmacie, et puis les avaler pour soigner une diarrhée, des choses comme ça. Alors, le problème pour la phagothérapie est venu avec la découverte des antibiotiques. Et là, on avait des petites molécules organiques qu'on pouvait produire en masse qui permettaient de soigner un très grand panel d'infections bactériennes, ce qui n'était pas le cas pour les bactériophages. Donc du coup, la phagothérapie était
abandonné pratiquement partout dans le monde, sauf dans un ou deux coins où on continue à s'en servir. Mais depuis, je sais pas moi, une bonne vingtaine d'années, on a une sorte de renouveau de l'intérêt pour la phagothérapie, parce que de plus en plus, les cliniciens sont confrontés par des infections bactériennes, par des bactéries multirésistantes qui ne répondent pas pratiquement, ne répondent pratiquement à aucun antibiotique. Donc, un des endroits où les bactériophages ont toujours été utilisés pour soigner les infections bactériennes, c'est à l'Institut Eliava en Géorgie. Donc, Géorgie dans les Caucases, ce n'est pas l'État aux États-Unis. Donc là, ils ont toujours utilisé des bactériophages pour soigner des infections cutanées, des brûlures, des abcès, des ulcères, des choses comme ça. Et donc, ils ont accumulé une collection assez impressionnante de bactériophages capables d'infecter et de liser une énorme panel de bactéries. Et il y a aussi un centre au Texas, aux États-Unis, qui se sert des bactéries, bactériophages, pour soigner des plaies ouvertes. Donc, le Southwestern Regional Wound Care Center à Texas. Donc là, c'est un exemple où ils avaient soigné une lésion infectée par un pseudomonas et qui finalement ils ont réussi à le faire résorber avec un traitement par des bactériophages, après un an d'échec d'antibiothérapie. Donc là, ça reste un peu anecdotique et on peut comprendre néanmoins pourquoi ça peut marcher quand on a des plaies ouvertes. Donc la zone infectée, c'est sur l'extérieur du corps, on peut facilement appliquer les bactériophages qui vont aller infecter les bactéries et les tuer. Mais jusqu'à récemment, on ne pouvait pas vraiment imaginer d'utiliser des bactériophages en systémique pour soigner des infections à l'intérieur du corps. Mais il y a des gens qui ont tenté ça. Et donc depuis 5 ans, on commence à voir quelques cas cliniques avec des succès assez impressionnants. Donc je vais vous en présenter deux ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un case report, c'est juste une personne soignée et puis les médecins ils décrivent ça. Donc ça, c'était un homme de 68 ans infecté par une bactérie pathogène opportuniste Acinetobacter baumannii, mais qui est en fait difficile à traiter par des antibiotiques. Donc cet homme-là, il avait chopé une souche multirésistante et il était proche de la mort, il avait été dans un coma. Et puisque son hospitalisation a duré assez longtemps, je crois que c'est sa femme qui a contacté des groupes de chercheurs qui bossaient sur la phagothérapie et ils ont collaboré pour produire un cocktail de 9 bactériophages qui ont été injectés ensemble avec l'antibiotique de dernier recours, la minocycline. Et en fait, ça a bien marché, il allait mieux 2 ou 3 jours après, et petit à petit, finalement, il était entièrement guéri. Donc ça, c'était bien. Un autre cas aussi impressionnant, c'était pareil, un homme de 76 ans qui a eu une greffe d'aorte qui s'est retrouvé infecté par un Pseudomonas aeruginosa résistante aux antibiotiques. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont donné une seule dose d'un bactériophage particulier, le OMK 01, en combinaison avec un antibiotique. Et ça suffit pour éliminer l'infection. Alors cet exemple-là est vraiment très intelligent parce que le récepteur du bactériophage OMK01, c'est la pompe à efflux qui permet à la bactérie de résister à l'antibiotique. Donc, lorsque la bactérie est résistante à l'antibiotique, elle exprime un fort niveau de la pompe à efflux, c'est ce qui permet de exporter l'antibiotique qui rentre dans la bactérie. Mais dans ce cas-là, le bactériophage devient très sensible au bactériophage. Lorsque la bactérie devient résistante au bactériophage,
parce qu'elle diminue l'expression du récepteur, bah, dans ce cas-là, bah, elle devient plus sensible à l'antibiotique. Donc ça, c'est une combinaison très intelligente entre un bactériophage et une antibiotique qui a permis de guérir cette patiente. Ok, donc, mais qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc quelles sont les caractéristiques de la phagothérapie en tant qu'antibiothérapie? Les bactériophages sont des agents antibactériens de spectre étroit, c'est-à-dire que tel ou tel bactériophage va pouvoir soigner ou infecter et tuer que certaines souches de bactéries. Donc, l'avantage, c'est que lorsqu'on est soigné par des bactériophages, bon, ça ne va pas dézinguer totalement le microbiome. L'inconvénient, c'est qu'il faut carrément trouver le bactériophage pour chaque patient. Donc, il faut cultiver la bactérie qui est responsable de la maladie chez la personne et cribler toute une banque de bactériophages pour trouver les bactériophages capables d'infecter et de lyser cette souche de bactéries. Donc c'est vraiment une sorte de travail à façon à chaque fois. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut facilement être utilisé comme un traitement en masse. Donc, ça ne va jamais détrôner des antibiotiques pour une utilisation chez le médecin généraliste, par exemple. Alors, quelques caractéristiques sont liées à sa façon de se répliquer. Donc, les bactériophages vont s'amplifier in vivo, car lorsqu'ils infectent une bactérie, la bactérie tuée va libérer encore plus de bactériophages. Donc ça, c'est quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire que le médicament va s'amplifier chez le patient. Le mécanisme lytique employé par des bactériophages pour tuer des bactéries infectées est totalement indépendant du mécanisme d'action des antibiotiques. Donc, il n'y a pas de résistance croisée entre la résistance aux antibiotiques et la résistance aux bactériophages. Donc, ça marche contre les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. De la bactérie. Et un désavantage, c'est que si on va lyser des bactéries, surtout des bactéries Gram-, cela peut libérer beaucoup d'endotoxines et on peut aussi déclencher un phénomène de choc septique si on ne fait pas attention. Alors, quelques remarques un petit peu sur la nature protéique du bactériophage. Donc, le bactériophage, c'est une particule virale avec une capside protéique et avec des acides nucléiques dedans. Donc, il n'y a pas de toxicité chimique, une molécule biologique. Mais c'est une protéine, donc c'est potentiellement immunogène. Donc on imagine mal donner des injections répétées d'un bactériophage parce qu'on va développer des anticorps contre le phage et puis ça ne marchera plus. Et de façon générale, il ne dure pas très longtemps dans le sang. Donc si ça marche du premier coup, ça va être bien, mais c'est difficile de faire une thérapie à long terme avec des bactériophages. Ok, donc ça termine notre partie sur les bactériophages. Donc les points à retenir, c'est qu'on a une quantité phénoménale de phages dans le biosphère. Les bactériophages ont toujours été un système modèle important pour la biologie moléculaire. Et en termes de leur impact sur la santé, on a deux choses. La conversion lysogénique, qui permet de transférer des facteurs de violence entre les bactéries pathogènes et les bactéries commensales, et la phagothérapie, qui est une possible voie pour soigner des infections par des bactéries multirésistantes. Ok, donc maintenant, il nous reste à peu près 1 heure, peut-être un tout petit peu moins, pour regarder les infections virales humaines. Et après une introduction générale sur ce topo-là, sur ce sujet, je vais consacrer du temps uniquement au SARS-CoV-2 et la COVID-19. Alors,
toujours surpris par ça, parce que là c'est rouge sur mon écran là, quand je fais le test, mais c'est bizarre. Hein. En tout cas, donc les infections virales, okay, de façon générale, quand on parle de dans la vie de tous les jours, j'étais pas malade, j'étais pas bien la semaine dernière, j'ai eu un virus. Tout le monde parle des infections aiguës, c'est-à-dire que on est infecté ici. Après l'infection, le virus va se répliquer, ça va provoquer des symptômes, et après, on va éliminer le virus et ça va aller mieux, on est guéri. Donc ça, c'est le cas pour les rhumes, okay, provoqués par les rhinovirus, les adénovirus, ou les gastroentérites virales. Bon, on a une infection, on ne va pas bien pendant 2 ou 3 jours, peut-être 1 ou 2 semaines, après, c'est fini, quoi. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Un autre extrême des infections aiguës, on a des infections comme le virus Ebola Zaïre ou le virus de la rage, où si on est infecté, on a le virus qui s'y réplique, on a des symptômes qui deviennent de plus en plus sévères, et puis à la fin, on peut mourir. Et pour le virus Ebola Zaïre, si vous commencez à avoir des symptômes, vous avez à peu près 60% de chances de mourir. Pour la rage, si vous n'êtes pas soigné, si vous commencez à avoir des symptômes, probablement 100% de chances de mourir. Et entre ces deux extrêmes, des virus qui provoquent des infections aiguës qui sont tout à fait bénignes et des virus mortels, il y a tout un tas de cas intermédiaires, avec par exemple le virus de la grippe saisonnière qui va tuer peut-être moins de 0,1% des personnes infectées et les virus de grippe pandémiques qui peuvent avoir des taux de mortalité beaucoup plus élevés et aussi les SARS coronavirus qui sont quelque part entre ces deux extrêmes. Donc à côté des infections aiguës, on a aussi des infections virales persistantes et dans ce cas-là, on a 2 types d'infections persistantes qui sont un peu différents. Donc, on a des infections latentes qui démarrent avec une primo-infection qui vont suivre un cours comme une infection aiguë. C'est-à-dire que, bon, la personne est infectée, on développe des symptômes, ça va mieux et de toute apparence, le virus est totalement parti. Sauf que, quelque part dans le corps, il reste sous forme latente. Et des années ou des décennies plus tard, la réplication active du virus peut redémarrer, qui est accompagnée par la réapparition de symptômes. Et ensuite, ces symptômes vont disparaître, et puis on a des cycles avec la réapparition périodique des symptômes liés à une réactivation d'une infection latente. Donc, le type de virus typique capable d'instaurer des infections latentes, ce sont les herpesvirus. Une zona qui va se déclarer chez une personne d'une soixantaine d'années, 70 ans. C'est le même virus qui l'avait infecté quand elle avait 4 ou 5 ans dès la petite enfance. Le virus de la varicelle. Donc, de façon générale, ces virus-là, une fois qu'on les a attrapés, bon, on les a pour la vie, quoi, sous forme latente. À côté de ça, on a des infections chroniques. Donc, dans ce cas-là, on a une primo-infection, le virus se réplique, on a des symptômes, ça va un peu mieux, ça va un peu moins bien de temps en temps, mais de façon permanente, on a toujours une réplication active du virus. Et ça, c'est le cas pour les virus des hépatites. Donc, l'hépatite B, l'hépatite C, ce sont des infections chroniques. Il y a toujours une réplication active du virus. Et des virus comme le VIH, c'est un petit peu entre les deux. Chez la personne séropositive pour le VIH qui n'est pas soignée par des antirétroviraux, il y a une réplication active continue du virus. Lorsque on soigne quelqu'un avec des antirétroviraux, la réplication active est totalement stoppée, mais il est toujours impossible de guérir la personne parce que les formes latentes du génome viral restent dans les lymphocytes T.
Et les infections chroniques ont toujours une tendance à détruire petit à petit le tissu qui est infecté par le virus et ont un cours qui est plutôt néfaste pour la personne infectée. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les infections latentes, qui peuvent être portées de façon tout à fait asymptomatique pendant toute la vie. Ok, donc ça c'est des généralités sur les infections virales. Alors, comme les bactéries, les virus doivent trouver une porte d'entrée pour démarrer une infection. Et la plupart du temps, pour les virus, il s'agit des muqueuses, soit gastro-intestinales, respiratoires ou génitales. Ça, c'est très important pour définir quelle est la voie d'entrée d'un virus. Parce que cela détermine quelle est la bonne stratégie de prévention qui va permettre de limiter la transmission du virus. Donc, par exemple, ce n'est pas la peine d'essayer de lutter contre la Covid-19 en demandant à tout le monde de porter une capote lors des relations sexuelles. Parce que ce n'est pas comme ça que le virus se transmet. D'accord? Porter un masque, ça ne va pas aider à stopper la transmission du VIH non plus. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître les voies de transmission des différents virus. Donc, la peau, de façon générale, c'est une voie d'entrée peu efficace pour les virus. Donc, les virus, pour se répliquer, ont besoin de rentrer dans une cellule vivante. Or, la peau est constituée de kératinocytes mortes. Donc, un virus qui tombe sur la peau ne trouve pas vraiment de cellules à infecter. Donc, certains virus sont capables de rentrer via des sortes de petites abrasions dans la peau. Donc, si on se gratte comme ça, on peut faire rentrer certains virus. Donc, les poxvirus, les papillomavirus qui donnent des verrues plantaires peuvent infecter directement via la peau. Mais la plupart du temps, les infections qui démarrent sur un site cutané, les virus sont injectés sous la peau par un vecteur, soit par des moustiques, soit par des tiques. Alors, notre mode de transmission, mais qui est un petit peu moins biologique et plutôt lié à la technologie humaine, c'est la transmission par le sang. Donc, soit par transfusion sanguine ou l'utilisation de drogues injectables, ou même par la greffe d'organes. Ça peut être une voie de transmission de virus. Et dernière chose, mais pas le moindre, une voie de transmission de virus extrêmement importante, c'est la transmission mère-enfant, qui peut être dans l'utérus, donc pendant la grossesse, ou alors pendant l'accouchement. Et l'accouchement est souvent, par exemple pour le VIH, la transmission mère-enfant, c'est pratiquement zéro pendant la grossesse, mais c'est un très fort risque pendant l'accouchement. Pourquoi? Parce que les muqueuses du bébé vont être directement en contact avec le sang, avec les sécrétions génitales de la mère lors de l'accouchement. Et donc ça peut donner une infection. Donc la transmission mère-enfant, c'est quelque chose de très important pour certains virus, comme le VIH, comme le virus de l'hépatite B. D'ailleurs, et aussi le cytomégalovirus, le CMV. Alors, une fois que le virus arrive, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir soit une infection locale, c'est-à-dire que la réplication du virus sera restreinte au site initial de l'infection. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de... Ah, c'est bizarre, désolé, je ne vais pas mis en français cette diapo. Donc, on n'a pas de virémie, c'est-à-dire pas la présence du virus dans le sang. La période d'incubation est courte, c'est-à-dire le laps de temps entre l'infection et l'apparition de symptômes. C'est un délai court, moins d'une semaine. Et les exemples typiques sont les rhinovirus, les virus qui donnent des rhumes, les virus qui donnent des gastroentérites, les papillomavirus qui restent sur les cellules épithéliales sur le site de l'infection et le coronavirus. Donc c'est qui reste principalement une pathologie respiratoire. Donc, pour certains virus, l'infection peut donner une pathologie systémique,
Et dans ce cas-là, l'organe cible, qui est vraiment touché par l'infection virale, est distant du site initial de l'infection. Et dans ce cas-là, le virus doit passer par le sang pour atteindre l'organe cible, donc toujours une phase virémique. Et ça prend plus de temps pour le virus de provoquer des symptômes. Donc on a des phases d'incubation qui sont plusieurs semaines, voire un mois des fois. Et par exemple, la rougeole, c'est un exemple. Donc, le site initial de l'infection, ce sont les muqueuses respiratoires. Les symptômes que l'on voit, c'est les taches sur la peau. Donc, pour aller d'ici jusqu'à la peau sur tout le corps, le virus doit passer par le sang. Le VIH, le site d'infection, c'est la muqueuse génitale. L'organe cible qui est touché sont des organes lymphoïdes. OK. Donc, j'espère que j'ai tout passé le reste. Ouais, OK. Donc, la plupart du temps, j'ai mis en français, c'est bien. Alors, donc maintenant, je vais passer au coronavirus humain et avec un point sur le SARS-CoV-2. Et l'organisation sera un petit peu d'introduction générale, un petit peu de virologie fondamentale sur les coronavirus. Ensuite, je ferai le point peut-être sur l'épidémie, les données épidémiologiques, les traitements potentiels et les vaccins en cours de développement. Alors, pour les coronavirus humains, ils sont connus pour être responsables des infections respiratoires récurrentes, principalement chez l'enfant. Et donc ça, ce sont les coronavirus saisonniers. Et on connaît 4 souches distinctes, 2 qui sont rangées dans le même clade qu'on appelle les alpha-coronavirus et 2 dans un clade à part, les bêta-coronavirus. À côté de ça, on a des nouveaux coronavirus qui sont plus pathogènes. Donc on les a découverts avec le SARS coronavirus, SARS pour le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a été découvert ou identifié en 2002-2003. C'était une épidémie qui a démarré dans le sud de la Chine. Et fort heureusement pour nous, on a réussi à juguler la transmission et empêcher ce virus de vraiment réussir son saut dans la population humaine. Alors le MERS coronavirus, ça c'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et donc ça c'est une infection qu'on a de temps en temps et toujours aujourd'hui. Dans le Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, Jordanie, et il semble que c'est un virus du chameau qui peut être transmis à l'être humain de temps en temps. Et puis le dernier, donc c'est le SARS-CoV-2. Et un truc à ne pas oublier ici, c'est que le virus, c'est le SARS-CoV-2, ou le SARS-CoV-2, mais j'aime pas trop ça. Et la pathologie, la maladie, c'est la COVID-19. Alors, les coronavirus sont des virus ARN brun plus enveloppés avec une nucléocapside à symétrie hélicoïdale. Le nom du virus vient de la glycoprotéine de spicule qui forme une sorte de couronne autour de la particule virale lorsqu'on le regarde en microscopie électronique. Quand on regarde la structure de la particule virale, on a donc la glycoprotéine de spicule à l'extérieur, une protéine membranaire dans l'enveloppe, une protéine de nucléocapside qui entoure l'ARN viral. Donc, ce qui va être important pour nous, c'est le rôle de la glycoprotéine de spicule qui est responsable de la fixation du virus sur son récepteur. Donc, c'est ça qui permet au virus de s'attacher et de rentrer dans les cellules. Donc, en ce qui concerne le cycle de réplication, comme tous les virus ARN brun plus, l'idée pour ce virus-là, c'est que le génome du virus ressemble à un ARN messager. Donc, il va se faire passer pour un ARN messager pour se faire répliquer pour se faire exprimer ses protéines par les ribosomes de l'hôte. Donc, tout se passe dans le cytosol. Okay, donc, à un moment donné,
l'ARN génomique du virus sera libéré. Les ribosomes de l'hôte vont permettre l'expression des gènes viraux, donc ces protéines virales. Il y aura forcément une polymérase ARN virale qui permet de répliquer l'ARN viral. Donc, on va accumuler des copies du génome, des protéines de structure, et on va assembler les particules et les libérer. Donc, pour la première étape, l'attachement et l'entrée, on connaît les récepteurs des différents coronavirus. Donc, le récepteur du SARS-CoV-2, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et qui est le même récepteur pour le SARS coronavirus. Donc on pourrait se dire, oui, c'est lié à la pathogénicité du virus, mais on a le même récepteur chez la souche de coronavirus saisonnier, NL63. Donc ce n'est pas uniquement le récepteur qui fait que le virus va être plus ou moins pathogène. Alors, ensuite, le virus sera internalisé par l'endocytose pour faire passer la nucléocapside dans le cytosol. La glycoprotéine de spicule doit être protéolysée et c'est ça qui va déclencher son activité de fusion membranaire qui permet à la nucléocapside de passer dans le cytosol. Donc, une fois dans le cytoplasme, on a l'ARN génomique du virus qui va se retrouver disponible pour être traduit par les ribosomes de la cellule infectée. Quand on regarde le génome, donc on a une molécule d'ARN brun plus d'à peu près 30 kilobases de longueur, c'est un peu le recordman des virus à ARN. Quand on regarde, on a deux cadres ouverts de lecture assez longues qui couvrent la partie 5' du génome, et dans la partie 3' du génome, plusieurs cadres ouverts de lecture plus courts. Et les protéines structurales du virus vont se retrouver uniquement dans cette partie-là. Donc cette partie ici, ça va coder pour tout un tas de protéines essentielles pour la réplication du génome viral, et ici, ce sont des protéines de structure, plus d'autres protéines non structurales. Ok, donc comment ça marche? Donc, initialement, on a l'ARN génomique qui rentre dans le cytosol. Les ribosomes de la cellule hôte vont s'attacher ici et vont commencer à traduire ces deux cadres ouverts de lecture. Donc, normalement, on doit avoir uniquement ce cadre ouvert de lecture traduit, mais de temps en temps, le ribosome peut changer un petit peu changer le cadre ouvert de lecture et produire une sorte de fusion entre ce cadre ouvert de lecture et celui-ci. Donc c'est ce qui se passe. Donc initialement, on a deux grandes polyprotéines qui sont exprimées dans la cellule infectée, le PP1A et le PP1AB. Donc polyprotéines, pourquoi? Parce que lorsqu'on traduit tous ces cadres ouverts de lecture, cela code pour plusieurs protéines distinctes sur la même polypeptide. Mais pour devenir fonctionnelle, la polyprotéine doit être clivée dans ces différentes protéines virales. Et c'est une protéase virale qui effectue ce clivage. Donc, enfin, deux protéases virales, les protéases PL et 3CL. La protéase 3CL, c'est la protéase majeure du virus. Donc, les protéases virales vont découper les polyprotéines en protéines fonctionnelles. L'une de celles-ci sera l'ARN polymérase virale. Donc le RDRP, c'est ça, l'ARN polymérase virale qui va permettre d'abord de recopier le génome en ARN brun-moins. Et cet ARN brun-moins servira de matrice pour transcrire des différents ARN messagers codant pour les protéines de structure. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va accumuler une tonne de copies de l'ARN génomique, une tonne de copies des protéines de structure en forme de nouvelles particules virales et on va les libérer. Donc ça, c'est un peu le base du cycle de réplication du virus. Alors, en termes de pathologie, qu'est-ce que ça donne? Donc, pour les coronavirus humains saisonniers, ça donne des infections respiratoires. Dans la plupart des cas, restreint aux voies respiratoires supérieures, mais ils peuvent provoquer des pneumonies
et des gastroentérites. Et bon an, mal an, ces virus-là sont responsables de à peu près 10% des hospitalisations des enfants qui ont une détresse respiratoire qui nécessite leur hospitalisation. Donc ils ne sont pas toujours anodins, ces virus. En dehors de l'hôpital, c'est difficile d'avoir des données parce que la plupart du temps, les infections sont peu pathogènes. Donc j'ai trouvé cette étude-là à New York, publiée en 2018, avec les enfants dans la communauté. La plupart du temps, les symptômes que l'on retrouvait chez des enfants infectés par un coronavirus saisonnier, c'était congestion nasale, une toux, pas de fièvre, pas vraiment d'atteinte pulmonaire. Donc ça, c'est typiquement la réplication du virus restreint aux voies aériennes supérieures. Et ça dure une semaine, enfin 4 jours jusqu'à 2 semaines, à peu près une semaine d'enfants malades. Ok. Alors, ça, c'est des coronavirus saisonniers. Les coronavirus, les nouveaux bêta-coronavirus, bon, on a commencé à les découvrir avec le coronavirus du SARS il y a 17-18 ans. Donc, la plupart de ces infections ont été limitées à la Chine et à Hong Kong, mais il y a eu quelques transmissions en dehors de la Chine vers les communautés chinoises dans différents pays. Donc ça, c'est une étude qui a été effectuée à Toronto sur une série de 144 patients symptomatiques. Donc, en connaissant à peu près la date où ils étaient infectés, on a pu calculer que la phase d'incubation était entre 3 et 10 jours, donc avec une moyenne de 6 jours entre l'infection et le début des symptômes. Les symptômes étaient quoi? Fièvre, toux sèche, myalgie et une atteinte pulmonaire dans pratiquement 90% des cas. Donc ça, beaucoup plus sévère que ce qu'on a vu avec les coronavirus saisonniers. Et avec un taux de décès de 6,5%. Donc, pas rien, quoi. Et lorsqu'on a regardé l'ensemble des données de toutes les personnes qui ont été infectées par le SARS coronavirus, on a vu le taux de mortalité, c'est le CFR, là, le taux de mortalité par cas, qui était de plus en plus élevé avec l'âge de la personne infectée. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait des nouveaux coronavirus, et on avait, tout le monde était très soulagé de voir qu'on a réussi à contrôler ce virus. Le SARS-CoV-2, bon, on n'a pas réussi à le contrôler, et probablement en partie parce qu'il est moins pathogène que le SARS coronavirus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pathologie? Donc, jour 0, bon, on est infecté via des muqueuses respiratoires. On a une phase d'incubation 5 à 6 jours, grand maximum 14 jours, c'est pour ça qu'on a cette histoire de la quatorzaine. Et au bout d'une semaine, on va développer des symptômes. Fièvre, toux, fatigue, myalgie, très peu spécifiques ces symptômes. Si on a la grippe, bon, ça va être à peu près la même chose, quoi. La signe clinique qui est le plus spécifique, c'est la perte de goût et de l'odorat. Sinon, si vous avez 2 ou 3 de ces signes-là, bon, il faut faire un test pour savoir si on est infecté par le SARS-CoV-2 ou par autre chose. Alors, une fois qu'on développe des symptômes, une semaine après l'infection à peu près, on a une période d'une semaine où ça reste relativement stable en termes de pathologie, et soit vous allez mieux, soit vous allez avoir une situation qui s'aggrave. Donc avec un dyspnée, donc difficulté à respirer, et avec peut-être, qu'est-ce que c'est que ça là, 5% des personnes qui vont avoir une infection vraiment critique, et peut-être 14% des infections qui vont nécessiter une hospitalisation. Donc ces chiffres-là, viennent des observations en Chine en janvier, février, mars de cette année. Donc tout le monde les recopie un petit peu, mais c'est des 40 000 premiers cas observés en Chine.
Donc on a un peu deux phases de l'infection. On a un peu le virus qui se réplique ici pendant une semaine, on a des symptômes relativement peu spécifiques qui sont instables, et on a une phase d'après qui est l'aggravation des symptômes, et c'est cette deuxième phase qui est vraiment dangereuse pour cette infection. Là où les gens vont être intubés, mis en ventilation artificielle. Alors, pour le SARS-CoV-2, quel est vraiment le taux de mortalité? Et ça, ce n'est pas une question si facile que ça, parce que dans la première vague, les chiffres qu'on avait de personnes infectées étaient fortement biaisés vers les personnes avec des symptômes et avec des symptômes plutôt graves qui nécessitaient une prise en charge dans l'hôpital. Donc on ignorait la plupart des infections asymptomatiques et des infections peu symptomatiques. Donc c'est difficile mais pour avoir une idée exacte de la dangerosité de ce virus-là, ce qu'il faudrait connaître, c'est le vrai nombre d'infections totales et le nombre de décès. Et pas si facile que ça de connaître le vrai nombre d'infections totales. Mais néanmoins, c'est une équipe d'épidémiologistes à Pasteur, à Paris, qui ont effectué ce travail sur la première vague des infections en France. D'accord ? Donc, ils ont rassemblé toutes les données disponibles en France, ils ont essayé de connaître le vrai taux d'infection dans différentes régions, et ils ont calculé, par exemple, la probabilité d'être hospitalisé si on est infecté. Donc, pour vous, là, moins de 20 ans, moins de 30 ans, ben, c'est peanuts, là, c'est moins d'1% de chance d'être hospitalisé. Ben, c'est bon, quoi. Et là, c'est la probabilité d'être en soins intensifs si on est hospitalisé, et la probabilité de mort si on est hospitalisé. Pareil, pour vous, là, moins de 30 ans, c'est toujours, même si vous êtes hospitalisé, vous avez moins de 2% de chance de mourir à la suite de l'infection. Et avec les probabilités d'une infection sévère qui montent avec l'âge, quoi. Et donc, à la fin, dans les données supplémentaires, ils ont ce tableau-là où ils calculent ce qu'on appelle the infection fatality ratio. Ça veut dire quelle est la proportion de personnes infectées qui vont mourir de ce virus, y compris des infections asymptomatiques. Donc, ils essayent de faire ces calculs-là. Et voilà, pour tout le monde qui a moins de 30 ans, le IFR, c'est moins d'une personne sur 10 000. Donc, si on a l'ensemble des étudiants de l'Université de Nantes qui sont infectés, c'est 40 000 jeunes adultes, on pourrait s'attendre à 2 ou 3 décès, quoi. Pas plus que ça. Avec un risque d'infection sévère qui augmente avec l'âge, et globalement, sur la population française, il calcule un peu le taux de mortalité de 0,5%. Donc évidemment, le taux de mortalité des infection fatality ratio dans la population dépend fortement de la structure démographique de la population. Si vous avez beaucoup de personnes âgées dans la population, le taux de mortalité dans la population sera plus élevé. Donc c'est pour ça que beaucoup de pays nord-africains, africains, ils n'ont pas vraiment de mortalité avec le SARS-CoV-2. Parce que la population est principalement composée de jeunes adultes, quoi. Donc ça, c'est un chiffre très très important parce que cela indique quel est le scénario, le pire scénario qu'on peut imaginer. Ou si on a 50 millions d'infections en France, avec ce taux de mortalité-là, bon, on peut s'y attendre à 250 000 décès. Donc c'est ça l'enjeu. Alors où est-ce qu'on en est actuellement? Donc ça c'est les graphes qui viennent d'un site qui s'appelle Worldometers que j'aime bien. Et donc on a le nombre de cas par jour pour la première vague, et c'est là où on en est actuellement. Et ça, c'est le nombre de décès par jour. Et une chose qui est assez frappant ici, c'est que dans la première vague, on avait relativement peu de cas par jour par rapport à aujourd'hui, mais on avait beaucoup plus de décès. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est quand même le même virus entre maintenant et il y a 6 mois. Après, mais on fait plus de tests. Et donc, on détecte beaucoup plus de cas asymptomatiques ou peu symptomatiques.
Donc on a vraiment augmenté facilement par 10 notre capacité de dépistage. Et l'autre chose que l'on peut se demander, c'est probablement les cliniciens, ils ont un peu plus l'habitude de prendre en charge les patients, ils connaissent mieux la maladie et les soins sont un peu plus efficaces. Donc il y a une meilleure prise en charge médicale. Donc du coup, en fait, ce chiffre-là, probablement c'est un peu moins important maintenant parce que le corps médical gère mieux les patients. Donc ça, c'est plutôt réconfortant. Ok, donc justement, en termes de thérapie, comment on peut faire pour soigner la SARS-CoV-2? Et on a globalement deux types de stratégies. Premièrement, on peut inhiber la réplication du virus. Donc ça, c'est la stratégie thérapie antivirale. La deuxième stratégie, c'est d'essayer de prévenir les formes sévères. Donc, la partie dangereuse de l'infection. Cela arrive 2 semaines, peut-être un peu plus après l'infection. Dans cette troisième phase où en fait l'infection va s'aggraver. Et là, la deuxième stratégie pour soigner l'infection, c'est d'essayer plutôt d'agir sur les mécanismes physiologiques qui vont mener à la mort chez les personnes infectées. Alors, d'abord, on va regarder comment on peut faire pour inhiber la réplication virale. Donc, on a plusieurs étapes du cycle de réplication virale qui sont susceptibles aux médicaments. Donc, tout d'abord, on peut utiliser des anticorps pour bloquer l'attachement du virus, donc des anticorps dirigés contre la glycoprotéine de la spicule. On peut éventuellement utiliser l'hydroxychloroquine pour empêcher l'acidification de l'endolysosome et du coup, l'entrée du virus sera moins efficace. On peut aussi inhiber l'action des protéases virales, la protéase 3CL, par des inhibiteurs de protéases, comme l'opinavir, ou on peut inhiber l'ARN polymérase virale par le remdesivir. Et toutes ces molécules-là fonctionnent, sont efficaces en culture cellulaire quand on fait l'expérience dans le laboratoire. Alors, est-ce que ça marche pour de vrai chez une personne malade? Et c'est pour ça qu'il faut faire des essais cliniques. C'est-à-dire, on soigne quelques centaines, quelques milliers de patients avec le médicament test, un groupe témoin et n'est pas non soigné. On ne laisse pas des gens sans rien, mais on utilise le meilleur soin qu'on peut appliquer. Donc on fait tout ce qu'on peut pour le mieux, mais sauf le médicament qu'on est en train de tester. Donc c'est ce qu'on appelle le standard care. Okay? Donc ces essais, et on randomise les patients pour éviter qu'il y ait des biais dans le recrutement entre le groupe qui reçoit le traitement et le groupe qui reçoit le traitement expérimental et le groupe qui reçoit uniquement le traitement standard. Donc l'opinavir, ritonavir, donc ça c'est un inhibiteur de protéase qui est efficace contre le VIH. Donc c'est un médicament dont on dispose directement, qui n'est pas cher, qui est hors brevet. Et on a vu que ça bloquait la réplication du SARS coronavirus 1 en culture cellulaire, et pareil pour le SARS-CoV-2. Donc on s'est dit, voilà, on a déjà le médicament antiviral qu'il nous faut, il faut juste le tester chez les patients. Donc il y avait un premier essai clinique effectué en Chine qui était publié, 100 patients dans chaque groupe, pas de bénéfice. Une collaboration britannique qui est le consortium Recovery, 3400 patients avec des soins standards, 1600 avec le lopinavir ou ritonavir, pas de bénéfice. Donc là, ça ne marche pas. Bon, un autre truc qui ne marche pas vraiment, c'est l'hydroxychloroquine. Donc ce mode d'action, il va inhiber l'acidification de l'endolysosome et pour empêcher l'entrée de la nucléocapside du virus dans le cytosol. Et pareil, c'est quelque chose qui marche en culture cellulaire. Donc personne n'a de doute là-dessus. Et pareil, c'est un médicament pas cher dont on dispose déjà. Donc je dis voilà, on peut l'utiliser directement. Et c'est effectivement ce que Didier Raoult a dit à plusieurs reprises. Mais lorsqu'on le teste de façon systématique, pas d'effet. Donc ça, c'est vrai pour une étude au Brésil, pour se dire, voilà, les Européens, les Américains, on est tous des vendus au
au grand lobby pharmaceutique. Les Brésiliens, peut-être un peu moins. Là, ils avaient randomisé des patients entre standard care, les soins de standard, hydroxychloroquine tout seul ou avec de l'azithromycine. Zéro bénéfice, zéro différence entre les trois groupes de patients. Et pareil, encore, le recovery group, 3000 patients avec les soins standards, 1500 avec l'hydroxychloroquine, zéro bénéfice. Donc ça non plus, c'est une bonne idée, tout à fait, ça pouvait marcher, mais lorsqu'on le teste, ça ne marche pas. Alors, qu'en est-il pour le remdesivir? Donc ça, c'est un des médicaments qu'a eu le président Trump. Il a le remdesivir, et aux États-Unis, tout le monde doit le remdesivir, sinon ils vont faire un procès contre l'hôpital, donc ils doivent l'avoir. Alors, donc c'est un inhibiteur de l'ARN polymérase virale qui va donc bloquer la réplication du virus. Pareil, ça marche en culture cellulaire. Donc, un premier essai qui était publié, en pré-publication il y a 2 ou 3 mois, mais qui est sorti en fin septembre, en début du mois d'octobre. Un essai clinique aux États-Unis et en Europe, avec 500 patients dans le groupe test avec le médicament, 500 patients juste avec des soins standards. Et là, ils avaient un avantage pour le remdesivir, c'est-à-dire que là, c'est la proportion de patients qui vont mieux, qui quittent l'hôpital, en fonction du temps. Et donc, le remdesivir, c'est le groupe qui a eu le médicament test. Donc, eux, ils vont mieux un peu plus rapidement. Donc, au stade de cet essai, les patients allaient mieux un peu plus rapidement. Mais pas vraiment de différence significative en termes de mortalité. Alors, juste à la fin de la semaine dernière, vendredi dernier, il y a eu le preprint publié d'un grand consortium mondial, qui est le consortium Solidarity, qui ont publié leur étude sur plusieurs médicaments, y compris le remdesivir. Donc là, cette fois-ci, là, on est dans un effectif très important, 2700 pour le remdesivir, 2700 juste pour les soins standards. Et dans ce cas-là, ça c'est le taux de mortalité ici. Là. Est-ce que les gens meurent ou survivent chez les patients hospitalisés? Et les deux courbes sont strictement identiques. Donc zéro bénéfice pour le remdesivir dans cette très grande étude. Donc là, on peut se demander, est-ce que ça marche vraiment ce truc-là? Donc les bénéfices clairs de remdesivir, c'est pas vraiment avéré, quoi. Alors, dernière chose sur ça, ce sont des anticorps monoclonaux. Pareil, c'est le président Trump qui a eu une énorme dose de cheval d'anticorps monoclonaux. Et pour l'instant, donc l'idée, c'est qu'on a isolé des anticorps spécifiques de l'hypoprotéine de la spicule, qu'on peut les donner par voie intraveineuse. Du coup, ces anticorps-là pourront aller bloquer le virus et ne pourront plus infecter les cellules. Et quand on essaye en culture cellulaire, ça marche très bien. Ces anticorps sont capables de bloquer les infections, donc on les appelle des anticorps neutralisants. Alors pour l'instant, il n'y a pas de données publiées, on a juste des données qui sont un petit peu expliquées sur le site web de la société Regeneron qui les fabrique. Et ils les ont testés chez 275 patients qui ont reçu soit standard care, soit les anticorps en forte dose ou faible dose. Et c'était uniquement les patients non hospitalisés, des patients avec des formes peu pathogènes. Donc ça, c'est une grande différence. Ce n'est pas vraiment des gens qui sont très malades ici. Ce sont des gens qui, la plupart, ils vont très bien sans des anticorps ou autres traitements antiviraux. Mais ils ont vu qu'en fait, quand ils donnaient des anticorps, la charge virale était baissée plus rapidement. Donc ils avaient un effet in vivo, un certain effet in vivo. Et ça, l'effet était plus important chez les patients qui étaient séronégatifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore développé leurs propres anticorps. Donc si on a une charge virale élevée et zéro anticorps, dans ce cas-là, si on donne des anticorps neutralisants, ça peut peut-être marcher pour bloquer l'application virale. Donc ça c'est un peu le prochain truc qu'on attend de voir les résultats parce que pour l'instant, il y a zéro donnée chez les patients avec une infection sévère qui sont hospitalisés. Donc ça, probablement, c'est encore actuellement ça.
Donc globalement, ça marche relativement mal, ok? Tous ces médicaments antiviraux qui fonctionnent en culture cellulaire et qui ne marchent pas très bien pour soigner les patients. Et ça, c'est parce que dans la deuxième phase de l'infection, quand les patients commencent à s'empirer, c'est peut-être pas forcément leur application virale qui est directement responsable des symptômes. C'est peut-être plutôt des mécanismes physiologiques qui sont en balle, quoi. Et donc donc ça c'est un petit peu l'idée de la deuxième stratégie pour soigner cette infection, pour bloquer les mécanismes physiologiques qui sont déréglés et c'est ça qui fait que les patients meurent. Et donc il y a trois types de choses. Donc on a une sorte de réponse immune excessive chez les patients avec des formes sévères. Et donc là on peut essayer d'inhiber ça avec des immunosuppresseurs comme le dexaméthasone. On a une coagulopathie. Donc, c'est-à-dire, on a des microthrombes qui se forment dans les poumons et ça n'aide pas l'oxygénation du sang. On a aussi une augmentation de la perméabilité vasculaire qui mène à un œdème pulmonaire, donc du liquide qui rentre dans les alvéoles. Pareil, on ne peut pas absorber l'oxygène. Et donc, ce que les cliniciens font, c'est de tester les différentes stratégies pour améliorer tous ces symptômes qui sont en fait les mécanismes vraiment qui tuent les gens. Donc, je ne vais pas tellement en parler de ça, mais en fait, les épargnes de bas poids moléculaires, on semble dire que ça aide. Mais on a de vraies données pour le dexaméthasone que je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est pareil, c'est le Recovery Group au Royaume-Uni, super bien organisé. 4000 patients en plus en soins standards, 2100 avec le dexaméthasone. Et là, il y avait clairement une amélioration en termes de mortalité. Ça, c'est tous les patients. Mortalité de 26% versus 23%. Donc ça a l'air d'être peu comme ça, mais lorsqu'on regarde le groupe de patients qui ont les formes les plus sévères, c'est-à-dire les patients sous respiration artificielle, là on commence à avoir une différence qui est importante. Donc là, ils avaient vraiment un tiers de décès en moins chez les groupes de patients avec les symptômes les plus sévères. Donc pour l'instant, le dexaméthasone, c'est vraiment le seul médicament qui a vraiment montré une efficacité pour diminuer le taux de mortalité. Et je pense que ça, c'est rentré dans les pratiques courantes en Europe, en Amérique du Nord, dans tous les pays qui prennent en charge ces patients. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le taux de mortalité actuel, c'est moins important qu'il y a 6 ou à 8 mois. Ok, donc pour les vaccins, cette dernière chose, ouais, on a une dizaine de minutes pour terminer. Ouais, pourquoi ça c'est important? On ne peut pas continuer à vivre comme ce qu'on fait actuellement. On ne peut pas continuer à être en moitié confiné, porter le masque partout, c'est pénible. À un moment donné, il faut contrôler le virus par un autre moyen. Et l'espoir, en quelque sorte, c'est qu'on peut développer un vaccin efficace qui va permettre d'induire l'immunité antivirale chez toutes les personnes qui reçoivent le vaccin. Et c'est ça qui va prévenir les infections futures. Donc, tout le monde est en train de développer un vaccin. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Donc, il y a 213, probablement plus, candidats vaccins en développement actuellement, dont, je ne dirais pas tous les pays du monde, mais tous les pays qui ont une infrastructure scientifique dans le monde sont en train de développer leur propre vaccin. Et il y en a 9 différents types de stratégies vaccinales, types de produits, avec 36, voire plus que ça, qui sont en essai clinique. Donc, quels sont les différents types de vaccins? Donc, l'objectif ici, vraiment tous les vaccins qui sont en essai clinique, l'objectif, c'est d'induire les anticorps neutralisants contre la glycoprotéine de la spicule. C'est ça l'objectif principal de tous ces vaccins. Donc, on soit vacciné, on aura des anticorps, et du coup, on pourra résister le virus. C'est ça l'idée. Et première thérapie, première approche technique, c'est d'utiliser un virus inactivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait pousser le virus en bioréacteur, on fait une tonne de culture, on récupère une tonne de surnageant de culture avec le virus dedans, on l'inactive
chimiquement avec le bêta-propiolactone, on purifie le virus et on met ça on mélange avec un adjuvant et on met ça dans des seringues et puis bing, on a intramusculaire, c'est ça le vaccin. Donc il y a des sociétés chinoises qui développent ce type de produit et aussi Valneva, qui est une société à Nantes qui développe un candidat de vaccin de ce type-là. Alors donc ça c'est le virus entier, d'accord? Mais ce que l'on veut faire, c'est induire des anticorps contre la glycoprotéine de la spicule. Donc pourquoi pas juste mettre cette protéine-là? Et ça, c'est l'idée de la protéine recombinante, c'est cette approche vaccinale-là. Donc on fait exprimer la glycoprotéine de la spicule, on le purifie, on le combine avec un adjuvant et on donne ça comme vaccin. Donc ça, c'est la société Novavax, plus d'autres qui font ça. Alors, une autre approche, c'est de dire, OK, on veut développer des anticorps contre la spicule, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le gène codant pour la glycoprotéine de spicule dans un autre virus et on va injecter ce virus-là. Donc ça, c'est l'approche virus recombinant. Donc les adénovirus recombinants, ça c'est le candidat de l'Université Oxford et GlaxoSmithKline. C'est aussi le vaccin qu'a reçu Vladimir Poutine. Et la dernière approche technologique, vraiment c'est le plus innovant, je dirais. Ok, pas la peine de me faire un virus recombinant, ça c'est compliqué. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'ARN codant pour la glycoprotéine de spicule. On va le modifier chimiquement pour le rendre plus résistant aux RNases. On combine avec un polymère chimique pour faire des nanoparticules et on injecte ça. Donc ça, c'est la société Moderna qui fait ça. Alors, est-ce que ça marche tout ça? Bon, je vais vous montrer quelques résultats pour l'approche Novavax. Donc ça, c'est la glycoprotéine de spicule recombinante, donnée en 2 injections, jour 0 et jour 21, et ils analysent les réponses anticorps dans le sang, jour 0, jour 21 et jour 35. Donc ça, c'est les différents groupes de patients qui reçoivent différents candidats de vaccins avec différentes doses, 25 microgrammes, 5 microgrammes, avec ou sans leur super adjuvant, le Matrix M1. Et ce que l'on voit, c'est que bon, si on donne rien, on a 0 anticorps. Si on donne juste la protéine recombinante toute seule, bon, bah, ça marche un petit peu, mais c'est vraiment pas très haut. Et lorsqu'on donne avec leur super adjuvant, avec une seule injection, on a une réponse qui n'est pas si mauvaise, et avec 2 injections, on a une super bonne réponse. Pourquoi je sais que c'est une super bonne réponse? Parce que le groupe témoin ici, ça c'est les sons des personnes qui ont déjà été infectées par le virus et qui ont récupéré. Donc le niveau d'anticorps neutralisants qu'on obtient après la vaccination, c'est équivalent, voire un peu plus haut que ce qu'on retrouve chez les gens qui ont réellement été infectés. Donc dans ce cas-là, ils ont démontré que leur vaccin induisait une réponse qui était aussi forte que ce qu'on observe après l'infection. Ce qui est le but recherché, quoi. Donc ça semble marcher. Et les quantités, ici, c'est important. Donc ça, c'est 5 microgrammes par dose. Et il faut 2 injections pour avoir une très bonne réponse. Donc en gros, c'est 10 microgrammes par personne. Donc si on peut produire 100 grammes de ce truc-là, ben, ça permet de vacciner 10 millions de personnes. Okay, mais si ça marchait qu'avec 100 microgrammes, bah, ça serait un peu plus difficile à faire, quoi. Okay, donc ça c'est très bien aussi que ça marche avec une faible dose. Très important ça. Alors, ça marche, donc ça a l'air bien. Qui sont les personnes qui ont besoin du vaccin? C'est pas vous, c'est pas des enfants, c'est principalement les personnes âgées. Et généralement, c'est une population qui répond assez mal aux vaccins dont on dispose actuellement. Donc c'est important de vérifier que les vaccins candidats fonctionnent chez les personnes âgées. Donc ça, c'est le vaccin candidat de Moderna, leur truc en ARN. Donc pareil, c'est un programme avec 2 doses, jour 0 et jour 29. Et ouais, c'est ça. Et là, ce qui était bien ici, c'est qu'ils avaient testé chez les personnes de plus de 70 ans. Et avec 2 doses de leur vaccin candidat, bon, bah, ça marche assez bien. Ils ont un taux d'anticorps neutralisant. Pareil, c'est semblable à ce qu'on voit chez les personnes qui ont été infectées et qui ont récupéré. Donc au moins pour ce candidat vaccin, on a pu démontrer qu'effectivement, on a une bonne réponse chez les personnes qui ont plus besoin du vaccin.
Ok, donc encore une fois, l'arrivée. Donc juste pour terminer sur le SARS-CoV-2, quel est le point sur la situation? Ben, on est en plein milieu d'une deuxième vague très inquiétante, un peu dans tout l'hémisphère nord. La situation est compliquée ici. On a la même chose en Belgique, on a la même chose au Royaume-Uni, on a la même chose en Hollande. Je ne sais pas si vous avez regardé, les Hollandes, ils ont décidé qu'ils allaient tout reconfiner tout le monde. Le pays de Galles, ils ont décidé qu'ils allaient reconfiner tout le pays pendant 2 ou 3 semaines. Donc ça ne va pas super fort, quoi. Donc on est en milieu d'une nouvelle vague. Le chiffre à retenir, c'est le taux de mortalité par infection, le IFR, environ 0,5% dans la population française, peut-être un peu moins que ça, parce que les cliniciens ils gèrent mieux. Donc tant que les hôpitaux ne sont pas débordés, bon, c'est rien, je pense. Mais le risque, c'est que les hôpitaux sont débordés et du coup, même si on sait mieux comment soigner cette infection, on n'a pas les ressources pour le faire. Dans ce cas-là, ce taux de mortalité-là risque d'être plus élevé si les services de santé sont débordés par l'épidémie. Et donc là, je dirais le scénario le pire, on peut être en 250 000 décès en France ou certainement plus d'1 million aux États-Unis. Ça, c'est un peu le potentiel pour ce virus, c'est ça, quoi. Alors, pour les thérapies, les thérapies antivirales ont relativement peu d'impact finalement. Donc, pas de remède miracle, mais un peu plus de succès avec les stratégies thérapeutiques qui essayent d'éviter les pathologies les pires. Et c'est vraiment ça qui va sauver la vie des gens et malheureusement pas les antiviraux. Moi, j'aime bien les virus, la virologie et tout ça, donc c'est triste pour moi, mais il faut accepter que les antiviraux, dans ce cas, c'est pas vraiment ça qui va sauver la vie des gens. Alors, pour l'avenir, il y a plusieurs bons candidats pour les vaccins. Donc, je pense qu'on aura des vaccins efficaces qui vont sortir dans un avenir pas trop lointain. Mais les grandes questions persistent. Est-ce qu'ils pourront vraiment prévenir des infections sévères? Donc, moi, je ne suis pas sûr que les vaccins vont pouvoir éliminer le virus. Et je suis même certain que ça ne sera pas le cas. Je pense que le SARS-CoV-2, c'est le 5e coronavirus humain maintenant. On n'arrivera plus jamais à l'éliminer, il est avec nous, quoi. Donc, on sait que l'immunité contre les coronavirus ne dure pas si longtemps que ça. Donc, on peut être infecté par un coronavirus saisonnier et être réinfecté par la même souche 2 années plus tard. Et c'est ce qui risque d'arriver avec la réponse au vaccin. Mais la question, c'est pas ça, c'est pas l'idée, c'est pas que le vaccin va empêcher le virus de circuler et l'éliminer. L'espoir, c'est que le vaccin va prévenir les infections sévères. C'est-à-dire que même si on est infecté, le virus va rester dans les voies respiratoires supérieures et on n'aura pas des formes sévères que l'on voit actuellement. Donc, c'est un peu l'espoir, mais je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de le dire. Ceci dit, les résultats des modèles chez l'animal sont encourageants. C'est-à-dire que on peut donner le vaccin, les macaques développent des anticorps. Lorsqu'on donne une forte dose du virus, ils ne développent pas des symptômes sévères dans le poumon. Donc, dans le modèle animal, ça semble marcher, donc on peut espérer que ça marche aussi pour de vrai. Deuxième grande question, vraiment pour moi la question la plus importante, est-ce que les vaccins sont disponibles à temps? Okay. Donc maintenant, je dirais que disponible pour les personnes âgées, je ne sais pas en France, peut-être mars-avril, peut-être février, mais c'est un peu ça l'enjeu de lutter contre l'épidémie et cette deuxième vague-là. Parce que si on peut passer cet hiver en limitant le nombre d'infections, ça donne le temps pour que le vaccin devienne disponible. Et ensuite, on sera fini avec ce virus. Ok, je pense que je reste dans le temps et c'est la fin du cours. Bon, donc on ne se revoit plus, sauf le jour de l'examen.